La force grise pour la démocratie sociale, FGDPS en sigle, a suivi avec regret la récente sortie médiatique du sénateur à vie, adresse à la nation et tient à rappeler que, selon les usages républicains, seul le président en exercice, conformément à l'article 77 de la Constitution, est habilité à s'adresser à la nation par des canaux officiels. En réalité, dans cet exercice auquel il s'est adonné, le sénateur à vie s'adressait à ses militants et sympathisants, ce qui n'a rien à voir avec la nation tout entière. La FGDPS constate avec indignation que le sénateur à vie s'illustre à l'égard des affaires de l'État comme un monarque qui se convainc de détenir un pouvoir sacré d'un ascendant, d'un pouvoir sacré hérité d'un ascendant, qu'il peut donner à qui il veut et le reprendre quand il veut. Tout cela faisant fi du souverain primaire, le détenteur attitré du pouvoir. À sa communication, la FGDPS fait la mise au point suivante. De l'héritage prétendument positif laissé en 2019. Lorsque le sénateur à vie affirme avoir laissé un pays pacifié et réunifié, devons-nous lui rappeler qu'avant son arrivée en RDC en 1996, dans les rangs du mouvement rebelle AFDEL dirigé par son mentor major James Kabarebe, soutenu par le Rwanda et l'Ouganda, notre pays, surtout dans sa partie est, vivait dans une paix relative. Ne comptait quasiment pas autant de groupes armés qu'on en a compté après son départ du pouvoir en 2018. Il va sans dire que ce passif douloureux tire sa source du mouvement rebelle AFDEL, précurseur de tous les groupes, des groupes armés et des mouvements rebelles, notamment le RCD, le CNDP, le M23, devenu aujourd'hui l'AFC M23, dont il est le patron à mal de déguisement. La force grise pour la démocratie et le progrès social note simplement une mauvaise réécriture de l'histoire à ce propos, alors que la réalité est telle qu'à l'est de la République démocratique du Congo était en proie à des conflits armés chroniques avec la présence documentée de plus de 120 groupes armés durant les 18 ans de son règne. Dès son accession au pouvoir, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a travaillé dur et continue à travailler pour apurer ses lourds passifs de plus de 30 ans dont il a hérité de la mandature passée. Les deux, de la rupture de la coalition FCC-Cash. Les sénateurs à vie dénoncent la rupture du pacte républicain. Mais de quel pacte républicain parle-t-il? Celui à travers lequel il espérait continuer à exercer le pouvoir politique, alors même que son camp avait perdu la confiance des Congolais et qu'un choix net de rejet avait été réalisé en 2018. Il ne faut jamais perdre de vue que le peuple congolais, dans sa souveraineté, a choisi le changement en 2018, exprimé de manière pacifique, sans recours à la violence ni à la contrainte. Malheureusement, dans les faits, la coalition FCC-Cash n'a pas pu répondre aux attentes légitimes des citoyens. Cet échec est imputable non seulement au blocage structurel, mais aussi à l'attitude des acteurs de sa plateforme politique dans cette coalition qui ont continué à fonctionner selon une logique de double pouvoir. L'on se souviendra notamment de la ministre du portefeuille de l'époque, qui refusait de notifier des mandataires pourtant nommés par ordonnance présidentielle, ou encore des responsables du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui ont contesté la prestation des serments des juges constitutionnels, pourtant nommés conformément à la Constitution. Cette situation a mené à une impasse politique. La rupture de la coalition FCC-Cash n'est donc pas survenue par calcul partisan, mais en réponse à une exigence populaire manifeste, relayée par les forces politiques, la société civile et des institutions morales telles que la CENCO. Son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu démocratiquement, a alors pris ses responsabilités afin de restaurer l'efficacité de l'action gouvernementale après avoir tenté à plusieurs reprises de préserver la cohésion de la coalition.
Il a lui-même reconnu à l'heure du bilan que cette rupture fut l'un des épisodes les plus douloureux de son premier mandat. Mais confronté à l'impératif de l'intérêt général, il n'a eu d'autre choix que de reprendre la main. Ce tournant politique n'a rien eu d'un coup de force. Il s'est inscrit dans le respect strict des mécanismes démocratiques et des règles institutionnelles en vigueur. Il s'agit là d'un exemple de régulation démocratique par les institutions elles-mêmes, conforme à l'esprit et à la lettre de notre Constitution. De 3. Des nominations à la Cour constitutionnelle et à la CENI. Il semble malheureusement nécessaire de rappeler aux sénateurs à vie la marque qu'il a laissée dans notre histoire politique récente. Depuis 2006, son régime s'est illustré par des pratiques qui ont profondément fragilisé la démocratie congolaise. En réalité, jamais il n'a véritablement cru à l'idéal démocratique. Chaque cycle électoral, sous son autorité, s'est conclu dans la contestation, souvent étouffée dans la violence et la répression. Comment oublier les affrontements armés en plein cœur de Gombe entre les forces loyales à lui et celles ralliées à son principal challenger. Au beau milieu de la journée, alors que les élèves se trouvaient encore dans les écoles. Une génération entière, aujourd'hui âgée de 20 à 30 ans, en porte encore les stigmates. Comment ne pas se souvenir des vagues de répression contre les militants de l'UDPS après les élections de 2011, ou encore de la mise en résidence surveillée du président Etienne Tshisekedi Wamulumba, alors véritable vainqueur de l'élection présidentielle. Comble de l'ironie, pour lui, la seule élection présidentielle qui s'est déroulée dans un climat d'apaisement fit celle qui les fit quitter le pouvoir en 2018. Un soulagement profond pour le peuple congolais qui n'aspirait qu'à tourner une page douloureuse. Aujourd'hui, le sénateur à vie parle des violations intentionnelles de la Constitution, mais à aucun moment il n'apporte la preuve juridique d'une quelconque entorse, ne citant ni article précis, ni disposition légale violée. Cette déclaration, dénuée de tout fondement, ne repose sur rien d'autre qu'une posture politique. Toutes les nominations intervenues dans le cadre institutionnel depuis 2019 l'ont été dans le strict respect des procédures constitutionnelles et légales. Les membres de la Cour constitutionnelle désignés en 2021 l'ont été par les institutions compétentes, conformément au texte en vigueur. Il en va de même pour la composition de la CENI, fruit d'un large consensus entre les forces vives de la nation, incluant notamment les confessions religieuses, comme ce fut le cas lors des précédentes configurations, y compris celle qui organisa les élections en 2018. C'est ici le lieu de lui rappeler que les confessions religieuses qui avaient désigné l'actuel président de la CENI sont les mêmes qui avaient désigné son prédécesseur, son pantin qui dirige pour lui l'AFC M23. Il s'agit là d'une dynamique d'ouverture démocratique réelle, ancrée dans les droits et la légalité. Plutôt que d'agiter des accusations sans consistance, il serait plus utile pour l'avenir de notre pays que ceux qui ont dirigé dans les passés contribuent avec responsabilité à la consolidation de nos institutions dans le respect de la volonté des électeurs. De 4. La gouvernance économique. Il critique l'endettement et la pauvreté sous le régime de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Commençons par rappeler qu'en économie, les niveaux de vie de la population et le risque lié à l'endettement public sont mesurés par deux indicateurs pertinents, à savoir le PIB par habitant et les ratios de dette publique sur PIB respectivement. Revenons-en maintenant aux chiffres. S'agissant du PIB par habitant, le rapport de la Banque centrale du Congo renseigne que celui-ci s'est accru de 24 en
de 24% en 2018 et 2024, passant ainsi de 557 milliards à 693 milliards de dollars. Le niveau d'endettement, quant à lui, qui aurait été maîtrisé en 2010, est passé de 26% par rapport au PIB en cette année à seulement 16% en 2024. La République démocratique du Congo est aujourd'hui le pays le moins endetté en Afrique subsaharienne, dont la moyenne d'endettement se situe autour de 60% du PIB. C'est ici l'occasion de rappeler aux sénateurs à vie que le niveau de la dette publique exprimée en valeur nominale ne vaut strictement rien dire en économie. Cet indicateur n'a de sens que lorsqu'il est rapproché au PIB. Durant ces 5 dernières années, les emprunts contractés ont servi, entre autres, à renforcer nos réserves de change par notamment la cession de 50% de DTS issus du crédit contracté auprès du FMI dans le cadre du programme triennal du gouvernement avec le FMI, appuyé par la facilité élargie de crédit. A financé des programmes du développement local des 145 territoires, des projets sociaux éparpillés à travers toute la République, sur financement de la Banque mondiale, dont la gestion des fonds est assurée de manière totalement orthodoxe, etc. À ce jour, l'inflation est maîtrisée et le franc congolais s'est stabilisé en 2024, malgré le contexte de la guerre qu'il mène à l'Est contre la République. Le programme réussi avec le FMI est un gage de sérieux budgétaire. La RDC n'a jamais été aussi bien portant, et l'illustration peut être faite dans les tableaux ci-dessous, car en économie, vaut mieux parler sur base de chiffres que faire des longues logorées sans fondement comme il a tenté de le faire. Dans le tableau ci-après, nous pouvons vous présenter la situation allant de 2018 à 2024. En 2018, la dernière année de gestion du président honoraire, nous avons le PIB estimé à 48 milliards de dollars contre un budget de 5 milliards, avec un PIB par habitant de 557 milliards de dollars. En 2019, la première année de gestion FCC Cash, nous avons comme PIB 51 milliards contre un budget de 6 milliards, avec un PIB par habitant de 512 milliards par habitant. 512 milliards. En 2020, l'année de rupture FCC Cash, nous avons un PIB de 49, nous avions un PIB de 49 milliards contre un budget de 11 milliards et un PIB par habitant de 557. En 2021, première histoire de l'armée congolaise ne provient pas de son héritage, mais plutôt de la volonté inébranlable du chef de l'État à apporter des réponses concrètes aux défis auxquels nous sommes confrontés. Toujours dans le registre des avancées sur ce plan. C'est sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que nous avons assisté à la réouverture de l'école de formation des officiers de Kananga, EFO Kananga, à la réouverture du centre de formation de Kibomango, à la création de l'école de guerre et l'introduction à la sécurité sociale des militaires et policiers à travers la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SENSA en civil, ainsi que l'augmentation de leurs soldes. C'est sur ces terrains de la démocratie, ces réformes courageuses sont à mettre à l'actif exclusif de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. De 6, des libertés et des institutions. Sur le terrain de la démocratie, de l'indépendance, de la justice et du respect des institutions, le sénateur à vie est mal placé pour donner des leçons. Le peuple congolais dans son ensemble et l'opposition en particulier
ont payé un lourd tribut sous sa gouvernance. Ce passé reste marqué par une répression sanglante, systématique et permanente. Des atteintes graves aux droits humains avec les concours de rebelles du M23 tels que documentés dans le rapport du Human Rights Watch. Faut-il rappeler les cas d'Armand Toumoulou, de Floribert Chebeya, Fidel Bazana, Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala ou encore les massacres perpétrés contre les membres de l'UDPS dans leur propre siège. Que dire également des fidèles de Mukungubila et de Bundu Diakongo, pour ne citer que ceux-là, dont plusieurs d'entre eux ont été tués lors des interventions militaires disproportionnées. Que dire encore des fosses communes de Maluku? Sous sa gouvernance, nul n'était à l'abri, ni militant, ni citoyen ordinaire. Cette culture de la violence d'État a pris racine dès l'époque de l'AFDEL et s'est poursuivie durant ces 18 ans de pouvoir. Aujourd'hui, il parle des dictateurs et des dictatures et des justices instrumentalisées. Pourtant, dès l'arrivée au pouvoir de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, des signaux clairs ont été envoyés. Libération des prisonniers politiques, fin des restrictions à la liberté de presse, aucune fermeture arbitraire des médias, même les plus critiques. La justice, désormais plus indépendante, a engagé des poursuites, y compris à l'encontre des personnalités proches du pouvoir. De nouvelles lois anticorruption ont été adoptées et l'inspection générale des finances joue aujourd'hui un rôle inédit dans le contrôle des finances, des deniers publics. Ces avancées concrètes illustrent une volonté de rupture avec les pratiques du passé. Accusé de dérives autoritaires, un pouvoir qui, pour la première fois depuis des décennies, renforce des mécanismes de transparence et de reddition des comptes, relève au mieux d'un contresens, au pire d'une tentative de manipulation de l'opinion. 7. De la jeunesse et l'emploi. Il évoque le désespoir de la jeunesse alors que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la politique de gratuité de l'enseignement a permis à plus de 4 millions d'enfants d'accéder à l'école. Les programmes PAUSE et les incubateurs comme King Startup Academy soutiennent l'entrepreneuriat de jeunes, la construction des infrastructures de base dans les programmes PDL 145 territoires ainsi que celles des universités, notamment l'Université officielle de Mujima, Kananga, Bunya, etc., créent de l'emploi en milieu rural. Le combat contre la pauvreté est réel et structuré. Dans une démarche résolument tournée vers l'avenir, le gouvernement a initié la mise en place d'un véritable écosystème d'appui à l'entrepreneuriat de jeunes. À travers des structures telles que l'ANADEC, le FOGEC et d'autres mécanismes publics, l'État a posé les bases d'une politique nationale de promotion d'initiatives privées chez les jeunes congolais. Les dispositifs ont permis à des milliers de jeunes de bénéficier d'un accompagnement structuré, des formations adaptées et surtout des financements directs ou facilités pour transformer leurs idées en projets viables en PME. 8. De la diplomatie. Il critique la diplomatie de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qu'il qualifie de mendicité. À son départ du pouvoir, les officiels du pays sont sanctionnés par les États-Unis et l'Union européenne. Les ambassadeurs expulsés du territoire national, cas de la Belgique et de la délégation de l'Union européenne. Les Congolais privés de visa par la fermeture de la maison Schengen, les arriérés des loyers et l'impayement des employés locaux de nos ambassades et missions diplomatiques ont quasiment fragilisé notre diplomatie et isolé la RDC au reste du monde. Nous devons lui rappeler que, par son action diplomatique,
intense et agissante, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a réintégré la RDC dans les concerts des nations. Il préside l'Union européenne, l'Union africaine déjà en 2021, a ouvert des partenariats économiques avec les Émirats arabes unis, le Qatar, les États-Unis et la Chine. Sa diplomatie est proactive et ouverte sur le monde, a permis d'exclure le Rwanda du Conseil des Nations, du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en 2023 et d'échanger la perception du reste du monde sur son supposé développement qui en réalité repose sur les minéraux des sangs des Congolais. Aujourd'hui, au sein de la communauté internationale, la voix de la RDC est entendue. 9. De la soi-disant exclusion régionale de l'Est. Il est malhonnête pour lui de dire que Kinshasa a abandonné les provinces de l'Est. Car c'est précisément sous le président Tshisekedi que l'état de siège a été décrété pour renforcer la sécurité à l'Est. Des hôpitaux et universités ont été ouverts à Goma et Bunia. L'Est de la République démocratique du Congo a également bénéficié du projet de développement local de 145 territoires ainsi que des infrastructures concrètes telles que la route nationale numéro 5 de Bukavu, Nyangezi, Kamanyola, dont les matériels de construction ont été pillés et emportés au Rwanda. L'État ne les a jamais abandonnés. 10. Du pacte citoyen proposé par le sénateur Avi. Il est incohérent de proposer un pacte de réconciliation tout en rejetant les résultats issus des élections validées par les Congolais eux-mêmes et la communauté internationale. La stabilité du pays passe par le respect du verdict des urnes et non par des appels à l'insurrection armée masqués en appel au dialogue. Il convient de reconnaître que son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a hérité d'un système verrouillé, hyper centralisé et profondément infiltré par des réseaux d'intérêts. En l'espace de 6 années, il a engagé des réformes structurelles courageuses, redressé l'administration de l'État, restauré le rayonnement diplomatique de la RDC sur la scène internationale, insufflé un nouvel espoir à la jeunesse et consolidé les fondements de notre démocratie. Face à ce bilan, les critiques émanant de l'ancien chef de l'État, désormais sénateur à vie, apparaissent moins comme une contribution constructive au débat national que comme l'expression d'un agenda politique personnel. Mais nous ne doutons pas que le peuple congolais lucide saura faire la part entre le discours opportuniste et les actes concrets posés au service de la République. Fait à Kinshasa le 27 mai 2025 pour la Force Grise, Charlie Noël Mouela, président. Je vous remercie. Bon.